Il a dominé les leaders de chaque narratif et pourtant tout le monde l'ignore. Solana, Link, NIR, IMX, Airwave, Render, Fetch, Akash et même Tao. Depuis octobre dernier, la bulle crypto s'extasie devant ses croissances phénoménales pendant que Lumerin explose en secret. Car ce qui contribue au succès du projet, c'est sa valeur dissimulée dans le contexte actuel. Les gens perdent confiance dans les monnaies traditionnelles dues à une inflation excessive. Certains gouvernements adoptent le Bitcoin comme monnaie locale. Des entreprises cotées en bourse accumulent du BTC comme d'autres le feraient avec de l'or. Et des visionnaires font péter leurs assurances-vie et convertissent tous leurs euros en crypto afin de protéger leur patrimoine désormais constitué à plus de 90% de la monnaie créée par Satoshi. Pour la majorité, ce scénario semble encore relever de la science-fiction, mais il porte un nom bien réel, celui de l'hyperbitcoinisation. Un futur hypothétique où le Bitcoin deviendrait la monnaie dominante, remplaçant les monnaies fiduciaires traditionnelles comme le dollar, l'euro ou le yen. Mais quand bien même des géants de la finance comme BlackRock investissent massivement dans les plus grandes sociétés minières de BTC au monde, et que les développeurs recherchent des solutions de mise à l'échelle au roi des blockchains pour que les transactions soient moins chères et plus rapides afin de soutenir un futur boom qui, d'après ces indicateurs, ne saurait tarder, d'ici 10, 20 ou 50 ans, le Bitcoin ne sera probablement pas la monnaie universelle parce que les utilisateurs en auront décidé autrement. Qui voudrait perdre ses précieux bitcoins en réalisant des transactions, alors qu'à la place, il peut utiliser ses euros dévalués? Donc si le monde de demain n'est pas hyper bitcoinisé, il est fort probable que le futur soit hyper blockchainisé, et qu'en parallèle, les individus, entreprises et États accumulent toujours du bitcoin comme réserve de valeur, mais cette fois-ci à très grande échelle. Donc si les vendeurs de pelles et de pioches s'enrichissaient davantage que les chercheurs d'or et que le forage permet d'extraire la matière première qui dicte les règles du jeu économique mondial, alors dans ce scénario où le BTC serait massivement adopté, la puissance de hachage deviendrait la marchandise la plus précieuse au monde. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi je suis très optimiste quant à l'avenir de ce projet qui fait partie du cercle très restreint des pépites crypto au potentiel de rendement à 3 chiffres. Le projet Lumerin met en relation des vendeurs de puissance de hachage de Bitcoin et des acheteurs qui souhaitent en miner à travers une marketplace hébergée sur la blockchain Arbitrum. Grâce à cette interface, n'importe quel crypto-enthousiaste devient capable de produire du BTC, peu importe son niveau de connaissance technique, peu importe l'endroit où il habite sur Terre. Le vendeur met en place un contrat dans lequel il spécifie la durée, le prix et la puissance qu'il met en vente. L'acheteur choisit un contrat parmi ceux proposés sur la marketplace, puis règle le montant en LMR, le token natif de Lumerin. Il commence alors son travail de sécurisation de la blockchain et à recevoir des satoshis sur son wallet. C'est la définition la plus élémentaire du projet. Mais la valeur de Lumerin ne réside pas dans cette simple apparence, elle va bien au-delà. À mesure que j'approfondissais ma compréhension du projet, je me sentais un peu comme un archéologue, vous savez, qui explore les différentes couches d'un site historique, chaque strate dévoilant des artefacts toujours plus incroyables que les précédents. C'est également comme cela que j'ai choisi de vous faire vivre l'expérience en vous révélant progressivement des informations dont l'impact ira crescendo. Donc préparez truelle, pinceau, tamis et enfilez vos gants parce qu'on va plonger ensemble, strate après strate, dans le monde merveilleux de Lumerin. Le premier élément qui rend Lumerin unique, c'est qu'il permet à l'acheteur de contrôler et de posséder totalement le hash rate qu'il acquiert sans aucun intermédiaire. Cette caractéristique du projet répond à la problématique de centralisation grandissante du Bitcoin. Car il faut bien l'avouer, le réseau Bitcoin n'est pas décentralisé, ou en tout cas, il l'est seulement en partie. Parce que l'objectif n'est pas de répondre à la question « est-ce que le réseau Bitcoin est décentralisé par un oui ou un non ?», mais de savoir combien de l'un et combien de l'autre. Tout en spécifiant sur quelle partie du réseau on pose notre attention. Si on met le curseur sur l'activité de minage, le problème c'est que la nature même de l'activité de mining professionnelle est géographiquement centralisée parce que ces entreprises qui ont mis en place des infrastructures gigantesques qu'on appelle fermes de minage, elles sont drivées par 3 facteurs. De l'électricité bon marché, un gouvernement favorable et une infrastructure stable. Si demain, imaginons que le gouvernement du pays en question, il change d'avis sur la régulation ou la fiscalité des cryptos, ou alors que le prix de l'électricité augmente, ou bien encore qu'Internet se met à déconner et que le réseau n'est plus stable, alors les mineurs vont commencer à se poser la question de la délocalisation. Le problème derrière la délocalisation d'une telle infrastructure, d'accord, il est un peu logistique quand même, mais c'est pas là où je veux en venir. Non, le problème, il est surtout géographique. Ça peut sembler évident dit comme ça, mais en fait, il n'en existe pas 40 des pays ou des régions qui peuvent cocher toutes les cases nécessaires à une telle installation. Donc si les quelques régions supposées BTC mining friendly,
commencent à déconner, ça va sévèrement impacter la sécurité du réseau et la confiance des utilisateurs quand les fermes vont se débrancher. Mais il y a bien pire encore. Si demain, le Bitcoin continue de prendre de l'ampleur et s'impose comme la valeur refuge de l'économie mondiale, alors le contrôle de Bitcoin deviendra un enjeu majeur pour les gouvernements qui chercheront à mettre la main dessus. Dans ce cas extrême, comment faire pour protéger physiquement une infrastructure de minage si l'armée se pointe devant pour la réquisitionner? Et qu'est-ce qui se passera si toutes les grosses fermes se sont installées dans ce pays en question? Si on place maintenant le curseur sur la production des blocs. À l'origine, la production des blocs était décentralisée puisque n'importe quel particulier avec son matériel informatique pouvait miner du Bitcoin. Aujourd'hui, des entreprises lèvent des millions d'euros pour acheter du matériel performant et rafler toutes les récompenses. La solution pour que les particuliers et petites entreprises restent rentables, c'est de connecter leurs machines à des pools de minage pour mettre en commun leur puissance et tenter de toucher leur part du gâteau. Aujourd'hui, les 6 plus grandes pools de minage se partagent 87% des récompenses de blocs. La production de blocs est donc centralisée. Et ça comporte encore une fois des risques pour le réseau, comme des pannes qui peuvent immobiliser un pan entier du réseau, des cyberattaques ou la mise en commun de ressources entre ces quelques gros acteurs pour contrôler et manipuler les réseaux. Et puis encore une fois, quid de l'État? Ces quelques entités qui se démarquent en accumulant toujours plus de puissance de calcul, elles deviennent des cibles faciles pour les gouvernements. En attaquant Foundry, le plus grand pool de mining, les USA peuvent leur dire « Écoutez, vous avez le droit de rester aux US à condition que vous interdisiez les transactions de BTC à cette liste de wallets. » L'entreprise pourrait se délocaliser, mais comme je vous disais, partons du principe qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions géographiques rentables. Donc si Foundry accepte le marché avec le gouvernement, ça signifie que 30% du réseau est censuré. Imaginez si un deuxième pool est touché et qu'un deuxième pays s'y met et un troisième aussi. On pourrait ensuite parler du degré de décentralisation dans l'hébergement des nœuds, la production des ASIC, de celle des semi-conducteurs nécessaires à la production de ces machines. Je trouve que le sujet est vraiment passionnant, donc je vais pas tarder à vous tourner une vidéo dédiée à la pseudo-décentralisation du BTC. Bref, il existe une vraie nécessité de redécentraliser le Bitcoin dans la plupart des domaines. Et du coup, l'équipe de Lumerin s'est demandé comment peut-on décentraliser le réseau Bitcoin si on ne peut pas décentraliser physiquement le hash rate accumulé dans les pools? Une partie de la réponse consiste à décentraliser son contrôle. S'il existait un moyen de répartir le contrôle du hash rate, quel que soit l'endroit où réside le matériel physique, de qui le produit ou de qui en est le propriétaire, nous pourrions réduire considérablement le risque de centralisation. Ce qui rend Lumerin unique, c'est qu'il permet à l'utilisateur de contrôler et de posséder totalement le hash rate qu'il acquiert sans aucun tiers. La boucle est bouclée. En tant que plateforme de cloud mining décentralisée, il favorise la décentralisation du réseau Bitcoin en rendant la puissance de hachage échangeable et contrôlable à travers le monde. Un Tahitien sur son hamac peut acheter de la puissance de hachage aux USA et commencer à générer des satoshis presque immédiatement sur son wallet. Bon, j'abuse un peu sur le hamac, mais vous avez compris le principe. Pour beaucoup, le jeton LMR n'est que la devise native de la marketplace. Il est utilisé par les acheteurs pour acquérir du hash rate. Mais si on va plus loin dans le raisonnement, on peut se dire que si le jeton LMR sert à acheter du hash rate, ça signifie que le LMR est la représentation tokenisée de la puissance de hachage physique du monde réel. Cela positionne non seulement le projet Lumerin dans le narratif des RWA, mais ça signifie également que le jeton LMR fournit une représentation précise du hash rate on-chain. Il nous permet de définir une unité de hash rate spécifique et concrète parce que si je détiens X LMR, alors je peux me procurer X puissance de hachage, X terahash par seconde. Et contrairement aux autres marchandises comme le pétrole ou le charbon, le hash power représenté par le token LMR, il est facilement stockable, transportable et échangeable. Les transactions s'exécutent avec une rapidité quasi instantanée. Alors bien entendu, le principal cas d'utilisation est relié aux transactions de hash rate en peer-to-peer, mais ce qui devient intéressant, c'est de réfléchir à d'autres cas d'application, comme celui du stockage long terme. En détenant du LMR dans leur portefeuille, les utilisateurs peuvent stocker en toute sécurité le hash rate tokenisé à long terme. Cela pourrait s'avérer extrêmement bénéfique pour les mineurs professionnels en tant que réserve stratégique, car ils pourraient accumuler du hash rate et constituer des réserves qu'ils pourront ensuite déployer à une époque de meilleure rentabilité. C'est un sujet que les fondateurs du projet prennent très à cœur et franchement, pour ce cas d'utilisation, vous n'êtes pas prêts. Donc, quelle est la situation actuelle avec l'anonymat? Aujourd'hui, les réglementations se durcissent dans plusieurs pays, obligeant les plateformes d'échange et d'autres services à implémenter des procédures de KYC. Les utilisateurs qui achètent ou vendent des crypto-monnaies en utilisant des comptes bancaires ou des cartes de crédit sur ces plateformes, ils laissent des traces. Et comme ces utilisateurs réutilisent les mêmes adresses ou envoient des fonds à des adresses précédemment associées à leurs identités, ces traces peuvent être croisées avec leurs activités sur la blockchain.
Ce comportement bénéficie grandement à des entreprises spécialisées et à des agences gouvernementales qui exploitent des outils d'analyse sophistiqués pour suivre les transactions sur les blockchains publiques. Ils peuvent retracer les mouvements de fonds entre les adresses et éventuellement les lier à des individus ou des entités. Pour ceux qui se posent la question, oui, ça concerne aussi les professionnels. Aujourd'hui, une bonne moitié des pools de mining se conforment actuellement au KYC et les fabricants de matériel de minage obligent les acheteurs à décliner leurs identités. En réalité, cela peut ne pas représenter un problème en soi, mais soulève un débat idéologique voire philosophique sur l'utilisation de la blockchain et du Bitcoin. Il est clair que chacun aura ses propres convictions à ce sujet. Maintenant vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Loomérine ? Imaginez que vous êtes à la tête d'une entreprise, genre au hasard MicroStrategy, et que vous avez 600 millions de dollars de tokens ERC20 dans un wallet que toute la communauté crypto surveille H24. Eh bien, vous pouvez faire transiter ces tokens ERC20, qui sont actuellement traçables, vers la plateforme Loomérine, qui ne demande ni KYC ni AML. À la sortie, vous récupérez des satoshis qui vous sont livrés sur un nouveau wallet inconnu de tous, et de la façon la plus anonyme qui soit, parce que ces satoshis sont délivrés par la blockchain elle-même. La plateforme d'échange de puissance de hachage est alors un excellent moyen pour quiconque de retrouver sa liberté. Je ne vous ai pas encore parlé de la technologie sous-jacente qui fait tourner la marketplace et c'est volontaire. En fait, le protocole Loomérine utilise la technologie blockchain pour transformer la gestion et le routage de flux de données. Un flux de données fait référence à un transfert continu de données à travers le réseau. Par exemple, on peut considérer le hash rate comme un flux car il s'agit d'une production continue et dynamique de données de calcul qui sont émises par les équipements de minage et transmises à travers le réseau. Le routage, c'est le processus par lequel le chemin le plus court et le plus fiable est sélectionné pour acheminer ces données vers leur destination finale. Dans un processus de routage traditionnel, les données sont divisées en paquets et dirigées à travers le réseau selon des règles prédéterminées. Loomérine révolutionne le routage en combinant les techniques de routage traditionnelles avec les smart contracts. Ça permet de réacheminer les flux de données tels que le hash rate selon des règles fixées et stockées sur la blockchain, offrant ainsi un contrôle plus précis et sécurisé sur les chemins de données. Un nœud Loomérine, qu'il soit acheteur ou vendeur, fonctionne comme un proxy de routage, c'est-à-dire un intermédiaire ou un point de passage obligé pour les données. Il gère et dirige le trafic des données entre différents points d'un réseau. Plutôt que de se reposer uniquement sur des algorithmes de routage standard, le protocole utilise des smart contracts pour ouvrir, gérer et fermer les sockets qui redirigent les données. Un socket, c'est un point de connexion informatique. On peut le comparer à une prise murale sur laquelle on viendrait brancher notre chargeur de téléphone pour établir une connexion électrique. Les smart contracts spécifient comment et quand les sockets doivent être manipulés pour rerouter les données. Au tout début du protocole, un mineur qui décidait de vendre une partie de son hash rate, il crée un contrat sur la blockchain. Un acheteur acceptait cette offre et déposait des fonds dans le contrat. Mais cette configuration n'était pas optimale car il fallait que l'acheteur, qui n'est pas forcément à l'aise avec le côté technique de la chose comme peut l'être le vendeur de hash rate, il devait quand même configurer et entretenir lui-même le nœud Loomérine. C'est pour ça que l'équipe a créé la marketplace. Grâce à la marketplace, l'acheteur n'a plus besoin de faire tourner un nœud. C'est le nœud de la marketplace qui va interagir en notre nom et qui va rediriger le hash power vers le pool de mining. C'est aussi lui qui vérifie que le vendeur agit correctement, c'est-à-dire qu'il nous fournit une puissance de hachage bel et bien réelle. C'est grâce à la résolution de ce défi technique que la plateforme se différencie de ce point majeur de défaillance prépondérant dans les entreprises de cloud mining centralisées. Ces entreprises traditionnelles proposent de la location de matériel de minage ou d'une fraction de hash power de la machine, mais les transactions ne se font pas sur la blockchain. Comme l'utilisateur ne peut pas vérifier que la puissance qu'il vient d'acheter est réelle, alors il est à la merci des plateformes frauduleuses. Et puis même si ce n'est pas la plateforme qui est frauduleuse, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui peuvent l'être. On peut prendre en exemple les débuts avec eBay, quand un acheteur prétendait ne pas avoir reçu sa marchandise ou que le vendeur assure de l'avoir envoyée alors que cela n'a jamais été fait. Toutes ces résolutions de problèmes sur la véracité de la marchandise ou de son remboursement qui doivent être trouvées dans les systèmes centralisés, ils sont maintenant naturellement opérationnels dans ce système décentralisé. Les smart contracts garantissent la fiabilité de la délivrance et réduisent les risques de comportements malveillants. Concrètement, le protocole Loomérine s'assure d'une part que le hash rate est bien parti du côté vendeur, et ensuite il s'assure que le pool de mining de l'acheteur l'a bien reçu. Ce n'est qu'à partir de la bonne livraison du hash rate que le smart contract libère le paiement au vendeur. Donc si Loomérine offre un cadre solide pour des applications nécessitant une gestion flexible et sécurisée des flux de données, alors il est possible d'utiliser la couche technologique de Loomérine pour d'autres cas d'application que le hash power.
Avec le temps, Lumerin ne dépendra pas uniquement du succès de Bitcoin. Si Caspa ou tout autre protocole Proof of Work décolle, il est possible d'acheminer la puissance de hachage vers d'autres pools. La formule Lumerin peut servir aux plateformes de streaming décentralisées dans lesquelles les producteurs de films créent un smart contract et les viewers payent pour recevoir du contenu, un genre de Netflix décentralisé. Ou alors pour recevoir des appels téléphoniques et des appels vidéo en utilisant les smart contracts de Lumerin pour filtrer certaines adresses IP ou autoriser les appels du lundi au samedi de 9h à 17h. Donc, après le narratif RWA, grâce à son infrastructure de routing de data, Lumerin s'intègre parfaitement dans le narratif d'Epin. Mais ce n'est pas tout. Comme le disent les fondateurs, nous avons la tech, la seule chose dont nous avons besoin, ce sont des idées. Et ces belles paroles ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Elles ont notamment résonné dans les tympans de ceux qui développent des applications IA. Leur techno de base est tellement bonne qu'en parallèle du développement de la marketplace, la team de Lumerin est sollicitée pour implémenter leur protocole sur d'autres projets crypto. C'est ce que j'ai décidé d'appeler Lumerin as a Service. Et les premiers à en bénéficier, c'est le projet Morpheus AI. Morpheus vise à créer le premier réseau peer-to-peer d'intelligence artificielle personnelle, appelé Agent Intelligent, capable d'exécuter des contrats intelligents pour le compte des utilisateurs. Évidemment, la communication autour de ce partenariat a fait le tour de la sphère crypto. Et depuis, c'est plusieurs dizaines d'autres projets IA qui tapent à la porte. Et il y aurait des discussions en cours avec Filecoin pour implémenter leur technologie sur du routage de data. Ça promet. Au-delà d'une simple marketplace, Lumerin représente le socle technologique de l'innovation. Ok, bon, on a déjà bien creusé sur le projet, alors je vous accorde une petite pause. Posez vos outils, asseyez-vous, buvez un coup d'eau, mais restez avec moi parce que je vais continuer à creuser davantage. Et comme si cela ne suffisait pas, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Le plus gros problème du projet aujourd'hui, c'est son adoption. Du côté de la plateforme, le nombre de contrats disponibles sur la marketplace est limité et fatalement, ça impacte la quantité mensuelle de hashrate qui peut être échangée. Ils annoncent plus de 10 000 contrats validés à date, mais d'après DappRadar, on parle de 8 contrats validés au trimestre. Ce n'est pas cohérent, mais bref. Pour le moment, qui a raison, qui a tort, ce n'est pas très grave parce que la dernière version de la marketplace, elle est toute récente et que la décentralisation du pouvoir de hachage, c'est comme Rome, elle ne va pas se construire en un jour, mais en 3 étapes clés. La première étant de démocratiser la vente de hash power du côté mineur. Du côté de la communauté, la croissance est plutôt modeste avec seulement 28 000 abonnés sur X, alors que le projet est actif depuis plusieurs années, on a vu mieux. Donc, quand bien même la techno soit incroyable et que la récente marketplace est intuitive, fluide et agréable à parcourir, eh bien ça ne suffit pas dans un milieu comme les cryptos, drivé par sa communauté. Et fort heureusement, le CEO de Lumerin en a bien conscience de ses lacunes. You can have the coolest tech in the world, you can have the coolest project in the world, but if you don't have people using it, you don't have a community behind it, then it's completely worthless. It will not go anywhere. But you could have the most basic technology in the world, you could have the worst branding, you could have the worst marketing, you could have zero tech, and you could have the most like zealous community, and your project will skyrocket. Totally. You know, and not to point fingers, but Dogecoin, Shiba Inu, like almost any meme coin like falls into this category. It proves the power of the community. Comme l'équipe dirige tous leurs efforts vers le développement de la communauté et comment accroître l'utilité du token, alors parlons un peu de tokenomics. Comment Lumerin crée de la valeur aujourd'hui? Est-ce qu'il en capture? Et est-ce que cette capture est redirigée vers le token? L'équipe crée de la valeur à travers la marketplace en proposant l'échange de hashrate, mais comme je vous le disais, elle n'est pas beaucoup utilisée, donc il n'y a que très peu de valeur capturée à travers les frais de transaction. Mais en parallèle, la team de Lumerin crée de la valeur à travers ce que j'appelle Lumerin as a Service, en implémentant leur protocole chez les autres. Et cette fois-ci, ils capturent une partie de cette valeur à travers des grants, une allocation ou une bourse dédiée à payer la team pour leur service. Par exemple, dans le cas de Morpheus AI, ils seront payés en jetons morts. Et c'est là que l'équipe a fait preuve d'ingéniosité. Ils se sont demandé comment optimiser l'utilisation de ces jetons. Option A, utiliser les fonds pour payer l'équipe, c'est leur usage initial. Option B, mettre en place des actions qui permettraient de développer la communauté. Et option C, rediriger la valeur capturée par leur service pour la rediriger vers le token. Et a priori, ce sont les options B et C qui ont été adoptées. Ils réfléchissent à la mise en place d'un système de stacking ingénieux qui, lorsque vous bloquez des jetons LMR, vous ne recevez non pas des LMR mais des MOR, le jeton de la plateforme Morpheus AI.
Cela permet d'une part de réduire la vélocité du jeton LMR en bloquant une partie des tokens, ce qui diminue l'offre en circulation et par extension davantage favorable à une prise de valeur. D'autre part, comme les récompenses sont distribuées en MOR et non en LMR, cela évite la dilution du token sur le marché, ce qui pourrait potentiellement en réduire sa valeur. La mise en place d'un stacking offre une nouvelle utilité au token, et c'est une bonne nouvelle pour engager davantage la communauté existante. Les possesseurs de LMR vont pouvoir capitaliser sur leurs jetons au lieu de les conserver de manière passive et mettre un pied, s'ils le souhaitent, dans un nouvel écosystème qui réclame des morts pour être utilisé. En plus de susciter un nouvel intérêt pour les détenteurs actuels du jeton LMR, cela peut susciter un intérêt de la part de nouveaux investisseurs. L'équipe build en secret sur un projet de LLM non censuré basé sur Morpheus et qui s'appelle Venice.ai. J'ai dû creuser un peu dans les forums et lire entre les lignes pour y dénicher ces infos qui ne sont pas encore tout à fait officielles. Dans ce nouvel écosystème, holder le jeton MOR donne accès à Venice Pro, un genre de ChatGPT Pro, alors que le jeton LMR, lui, c'est carrément le token natif de Venice.ai. Il sert à tout un tas de choses comme payer l'intégration de modèles AI, accéder à des services premium, participer à la gouvernance de la plateforme. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'ajouter un maximum d'utilité au jeton LMR. À la base, il sert à payer sur la marketplace et comme réserve de hash rate, ce qui est un cas d'usage potentiellement titanesque lorsque les professionnels s'en serviront. Mais aujourd'hui, le jeton LMR, il est en train de développer des utilités en dehors même de son écosystème initial et ça, c'est monstrueux. En extrapolant, ce qui va faire briller le LMR à court terme et le temps que la marketplace soit adoptée, c'est le fait que le jeton et la communauté puissent capitaliser sur les efforts de la team pour se développer, créer des partenariats et redistribuer la valeur capturée par ces partenariats vers le token. Imaginez s'ils agissent de cette façon à chaque fois qu'on leur demande de l'aide pour intégrer leur protocole à un projet. Demain, le token LMR ne sera plus dépendant de la marketplace pour prendre de la valeur, puisqu'il sera la pièce maîtresse d'un écosystème gigantesque. Même si les 3 prochains mois de la team sont dédiés au projet Morpheus, regardez ce qui est prévu pour la fin de l'année. Node as a Service, Validator as a Service. Je suppose qu'ils veulent concurrencer des projets comme Anchor ou Pocket en proposant le même genre de service, mais cette fois-ci, il faudra payer en LMR pour y avoir accès. Depuis 6 mois, le fondateur de Lumerin multiplie les interviews, ce qui est excellent pour donner de la visibilité au projet. Mais au-delà de ça, je vous invite à l'écouter, car il est une véritable mine d'informations, non seulement sur le projet en lui-même, mais aussi sur les idées qu'il véhicule concernant l'écosystème crypto. D'ailleurs, voici un extrait qui ne m'a pas laissé de marbre concernant la vision future de Lumerin. And the short answer is hash power is just the start, right? And the Arbitrum network is just one platform, it's just one network. So as we scale the Lumerin protocol across, dozens and dozens of EVM networks, and we start bringing on different use cases, we have to have a common based currency for the platform and the ecosystem. And that's where I kept landing back on is we need a token because we're not always just going to be in a single EVM environment. En 3 phrases, il nous fait comprendre subtilement que si l'étincelle prend, le cours du jeton va exploser. Sans oublier le fait qu'aujourd'hui, ils n'ont aucun concurrent direct. Il existe des compagnies centralisées comme NiceHash qui proposent une marketplace de cloud mining, mais apporter la centralisation sur la centralisation, ce n'est pas vivable sur le long terme. Je vous avais promis le meilleur pour la fin et le voici, c'est la team. Jeff Garzik, cofondateur et conseiller. Il est le 3e développeur Bitcoin à recevoir la base de code directement de Satoshi. C'est devenu l'un des principaux développeurs de Bitcoin et le principal développeur de SegWit2x, une proposition visant à améliorer la scalabilité du Bitcoin. Et comme si ce n'était pas suffisant, c'est lui qui a créé le premier pool minier de Bitcoin. Ryan Condron, cofondateur, est la figure du projet sur les réseaux. Il baigne dans l'univers du mining de BTC depuis plus de 12 ans, en ayant littéralement commencé dans son garage. Depuis, il a créé plusieurs sociétés et projets à succès, dont le site de calcul de rentabilité du minage, coinwars.com, et le premier pool de minage à basculement de profit personnalisable associé à 80 pools de minage d'altcoins différents, appelé Poolwars. C'est également le CEO de Titan, sa dernière pool de minage actuellement en activité. Dans le milieu des startups, on dit souvent qu'on ne mise pas dans un projet, mais dans les personnes qui le portent. Pour certains professionnels, l'expérience de l'équipe est déterminante et représente jusqu'à 70% de la décision d'investissement. Concernant Lumerin, il ne s'agit pas d'un protocole aléatoire qui construit une solution à un problème vague. Ce sont les meilleurs du secteur qui travaillent sur l'un des plus gros problèmes du Bitcoin.